Vous allez devoir partager peut-être. Bonsoir, merci d'être là. Il est tard. On va essayer de rendre ça agréable. J'espère que vous avez pris un petit refill pendant le cocktail tantôt. Merci à Léo pour la belle présentation, en effet bien inspirante. Ça met bien la table en effet pour notre dernier échange de la journée, je pense. Je suis Hortense Montou, je travaille au CERIEC, donc le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. On est basé ici à Montréal, à l'ETS. Bruno l'a mentionné tantôt, on a travaillé sur un projet qui s'appelle le Lab Construction. Je ne veux pas du tout prendre du temps pour en parler. Je vous invite juste à consulter, si vous souhaitez en savoir plus, la plateforme qui s'appelle constructioncirculaire.com, qui reprend les projets sur lesquels on a travaillé, d'essayer d'expérimenter un peu aussi des stratégies de circularité. On a un beau panel ce soir avec des invités que vous connaissez en partie, je pense. Donc, je vais présenter brièvement. Donc, à ma gauche immédiate, Pierre Corriveau, architecte, président de l'Ordre des architectes du Québec depuis 2019. Bienvenue. Marie-Claude Parenteau-Leboeuf, designer et directrice générale de l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec, l'ABDIC, depuis 2014, si j'ai tout bon. Et puis Suzanne Ross, qui est architecte, professeure associée à l'école d'architecture Azrieli de l'Université Carleton en Ontario, puis spécialiste des questions d'économie circulaire et de patrimoine. Et puis Léo, qui a été présenté tantôt, Léo Friedman. Donc merci à tous et toutes d'être avec nous ce soir, de nous amener votre expertise en cette fin de journée. On a un panel d'environ 40-45 minutes, donc on va interagir entre nous avec les panélistes. Donc Léo, je t'invite aussi évidemment à contribuer à la discussion. Et puis on aura un petit temps de questions à la fin si vous avez encore des interrogations non répondues, que ce soit suite à la présentation de Léo ou aux échanges au sein du panel. Alors, je voudrais commencer par rebondir sur un point de ta présentation, justement, Léo, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. En lien avec tu as évoqué ce qui est encore assez peu entendu ici, je pense, la question symbolique ou dématérialisée. Le pouvoir d'évocation, dans le fond, des matériaux, avec l'exemple de la ville de Kiruna, le devoir de mémoire. Donc, ça amène la question de est-ce que l'économie circulaire peut aider à l'acceptabilité des projets ou à la préservation du patrimoine? Puis, quels seraient les liens, finalement, entre ces deux thématiques? Donc, Suzanne, on pourrait commencer par vous. Oui, merci Hortense et bonsoir tout le monde. Et merci Léo beaucoup pour cette présentation vraiment inspirante. En fait, je pense que déjà la présentation a assez bien démontré qu'il y a un lien très bien entre le réemploi et la conservation du patrimoine. Je voudrais surtout renforcer des points qui ont déjà été faits aujourd'hui. On a beaucoup entendu ce que j'allais dire. Je voulais, pour commencer, mentionner que l'économie circulaire, pour moi, c'est juste le nom actuel pour des pratiques qui sont déjà établies en conservation. Mais par contre, en conservation, on a surtout fait de la déconstruction partielle, le démantèlement. C'est une pratique de la conservation pour pouvoir réparer et remonter, reconstruire. Alors, il y a beaucoup de valorisation, de la réutilisation pour les mêmes fonctions et sur les lieux. Et où il y a eu plus de problèmes, c'est quand on a eu la déconstruction complète, donc plus comme une sorte de démolition, où on a un sens de perdre la valeur du bâti. Et puis, je pense que qu'est-ce que la réflexion entre le rapport entre les deux peut nous aider à nous rappeler, c'est que c'est très important dans l'économie circulaire de mettre en priorité le bâtiment complet, la réutilisation d'un bâtiment complet quand c'est possible. Par contre, aujourd'hui, on a quand même voulu plus parler sur les composantes. Alors, je vais parler de ça. Mais je veux quand même juste faire le point aussi que dans la conservation, de plus en plus, on a changé nos attitudes, puis on est moins préoccupé juste par le monumental, puis on s'intéresse davantage au patrimoine ordinaire sans qu'il y ait une désignation. Et puis en fait, on a plus une réflexion sur l'ensemble de la ville et puis des stratégies de conservation urbaine. Et donc, je pense que c'est très intéressant de réfléchir sur comment l'économie circulaire, ça fait partie d'une sorte de conservation plus du tissu urbain, l'idée des matériaux à travers la ville. Et donc, c'est ça, je voulais quand même passer à parler de la question des composantes, mais juste pour rester premièrement avec l'idée de la ville, c'est que pour moi, c'est important de reconnaître que les matériaux ont apporté le caractère à la ville et certains matériaux appartiennent au caractère de certains quartiers ou certaines villes. Et donc, quand on parle d'une approche plus de conservation urbaine, je pense qu'il y a la chance de réfléchir sur comment on récupère les matériaux
de façon stratégique pour que ça va rester dans les quartiers ou les villes où il y a un sens. Par exemple, je pense à Toronto, de plus en plus, on reconnaît que la brique rouge, c'est vraiment le caractère de la ville et il y a un intérêt à réutiliser la brique rouge dans la ville d'où vient cette brique-là. Alors, je pense que c'est quelque chose que les sensibilités de la conservation peuvent apporter à l'économie circulaire, cette idée du caractère de la ville. Et puis, par rapport à ça, peut-être ce dont on a besoin, on a entendu aujourd'hui beaucoup de stratégies pour l'infrastructure dont on a besoin, peut-être pour les cours de récupération, des stratégies qui regardent un peu plus où devront être les matériaux qui appartiennent à certains quartiers ou comment être sûr d'avoir vraiment que les matériaux vont servir les populations et les usagers, les habitants qui ont un rapport avec l'histoire de ce matériau-là. Et d'autres choses aussi que je voulais mentionner, c'est que comme entre le bâtiment et les matériaux, il y a ce qu'on appelle des composants. Donc, les composants, c'est souvent fait avec plusieurs matériaux, c'est fait avec de multiples unités de mêmes matériaux. Et puis, la récupération de ces éléments-là, je pense que pour la conservation du patrimoine, ça peut être un avantage parce que ça nous permet de sauvegarder plus l'artisanat, le design. Par exemple, si on pense à un escalier ou une fenêtre, c'est déjà, il y a beaucoup plus d'éléments intégrés de valeurs intrinsèques qu'on va avoir, on va plus éviter le downcycling aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là entre juste le matériel puis le bâtiment que c'est important à considérer. Et bien, finalement, j'ai d'autres choses à dire sur ça, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir sur la question de patrimoine. Ou, Pierre, peut-être là-dessus? Question de patrimoine, économie circulaire. Marie-Claude? On va passer du grand au micro, du macro au micro. D'un point de vue de design, c'est évident que le patrimoine ou l'héritage d'un édifice devient un peu plus difficile parce que quand on parle de design, on parle d'identité du locataire, on va dire le locataire, de l'usager. Ce qui veut dire que si on a besoin de changer d'identité, on a besoin de se renouveler, ce qui exige donc que des fois, on ne comprend pas la notion de la préservation d'un patrimoine parce qu'on s'imagine que tout dans l'espace doit être mis à son image. Fait que c'est une difficulté qui est intrinsèque au design d'essayer de faire adopter justement cette notion-là de récupérer une partie de l'identité existante pour en créer une nouvelle. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais je pense qu'il y a le nerf de la guerre pour nous en design, il se trouve là. Puis j'ai entendu, en fait, on avait l'automne passé au colloque, nombre de designers avaient des questions justement sur un atelier en économie circulaire, puis ils disaient OK, mais on fait quoi pour faire comprendre aux clients que tout ce qui est là, c'est bon, mais qu'on peut recréer un environnement parce que, en fait, ce que les gens veulent, c'est juste démolir et rebâtir à nouveau. Mais je peux peut-être en rajouter, mais dans un tout autre ordre d'idée. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle le patrimoine. Au Québec, on a une version culturelle de ce qu'est le patrimoine. Puis on a tendance à vouloir préserver ça avec des arguments qui sont purement culturels, où on dit c'est notre identité, c'est notre passé, alors que toutes ces définitions-là s'adaptent de moins en moins aujourd'hui. Et on a de moins en moins de résonance dans le peuple québécois parce que le peuple québécois a changé. Il ne vit plus exactement de la même façon et surtout, il n'est plus les mêmes personnes que ceux qui ont créé cette notion de patrimoine culturel. Donc, il faut commencer à penser le patrimoine autrement. Le patrimoine comme étant un actif financier. Quand on a un courtier qui nous dit « votre patrimoine financier est à risque », là, tout à coup, on se met à fréquer puis on dit « oh mon Dieu, mon patrimoine est à risque ». Mais on devrait considérer tout le bâti exactement de la même façon. Le bâti est un actif financier extraordinaire et quand on en parle ainsi aux politiciens ou à qui que ce soit, même à nos promoteurs, même à nos décideurs et à nos clients, on parvient peut-être davantage à les convaincre que quand on parle, je m'excuse, je te regarde Léo depuis tantôt parce que tu m'as vraiment impressionné dans ta présentation, mais je vais vous regarder vous. Quand on parle à nos clients, on a réellement cette capacité de les convaincre de que ce qu'ils ont entre les mains a énormément de valeur. Alors, pour moi, cette définition du patrimoine est beaucoup plus large, puis elle permet, à partir de ce moment-là, de parler d'architecture circulaire beaucoup plus facilement, parce qu'on se dit, dès le départ, on n'a plus le droit de rien démolir, parce que tout ce qui est là,
de rien de jeter, en fait, parce que tout ce qui est là a une valeur énorme. Donc, on inverse la pyramide décisionnelle, ça je le répète assez souvent, mais on doit passer absolument on peut tout démolir sauf ce qui doit être préservé vers on doit tout conserver sauf ce qui doit absolument être démoli. Et c'est avec ça qu'on va changer nos méthodes. Pour faire du surf sur le délaisser l'architecte et le crayon, es-tu en train de dire qu'il faut délaisser l'architecture et le crayon pour éduquer nos clients, à leur faire comprendre? Je dirais plutôt qu'il faut réinventer ce qu'est l'architecte. Parce qu'on est mieux, on est un meilleur architecte si on change nos méthodes. Oui, merci. Puis ça renvoie, Oui. bien sûr, ça renvoie aussi à cette question de l'argumentaire-là qu'amène Marie-Claude. Puis ça renvoie aussi à l'esthétique différente du réemploi aussi que tu as amené, en tout cas sous forme de questions. Léo, il y a encore des choses à redéfinir là-dedans, sûrement. On l'a vu aussi dans ta présentation, Léo, vous avez mis en place tout un système, une méthodologie aussi pour aller vers ce réemploi-là. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme défi pour utiliser ces matériaux issus du réemploi, que ce soit en conception ou en rénovation? C'est un peu aussi comme qu'est-ce qu'on a vu ce matin. Je pense que Marie-Claude était peut-être pas encore là, mais avec Superuse, avec le Harvest Map, la cartographie des matériaux. Puis une idée qui est intéressante dans ça, c'est de mettre des limites sur les distances pour éviter des transports trop loin. Mais une autre idée qui est importante, c'est la collaboration entre les bureaux d'architectes, puis de développer des outils qui ne sont pas propres, même si c'est une grande agence avec 600, 700 employés, mais de comprendre que quand on a un outil qui est très intéressant, surtout parce qu'on veut échanger des matériaux entre des lieux, de faire que ce soit un outil qui peut être entre les bureaux, entre les agences, puis qui deviendrait plus public, comme en 2050, on va parler de, comme on a entendu plus tôt aujourd'hui, que cet outil-là existe pour tout le monde. Moi, je voudrais simplement rajouter, en fait, qu'on est dans une situation aujourd'hui où, quand on parle des défis, le principal défi, on le dit, bien sûr, c'est de trouver la meilleure façon de réduire le déplacement, etc. Mais on se retrouve toujours avec le risque, puis on en a beaucoup discuté aujourd'hui, le risque de la non-garantie, le risque de la certification, le risque du donneur d'ouvrage qui ne sait pas si ce qu'il va avoir va être complètement neuf, et cette phobie du neuf que l'on veut toujours entretenir. Mais en réalité, prendre ce risque-là aujourd'hui, c'est beaucoup plus payant que de continuer à avoir la certitude que l'on a, qu'on est en train de foncer direct dans un mur. Donc, ce risque-là devient extrêmement intéressant, et c'est une façon aussi d'inverser la question. Au lieu de voir quels sont les défis du réemploi, peut-être voir quels en sont les avantages. Travailler nettement sur ce que l'on peut sortir de ce réemploi. Puis on le dit encore une fois, tantôt je vous disais, il faut convaincre avec des arguments qui sont presque financiers. Le réemploi, Félix le dit, arrêtons de parler du carbone. Le réemploi, il donne de la main-d'œuvre. Il donne à nos gouvernements, qui sont les payeurs, des impôts. Parce qu'au lieu de mettre notre argent dans des matériaux, on met notre argent dans l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on va payer des humains qui vont payer ensuite des impôts au même gouvernement qui est en train de prendre les mauvaises décisions. Donc, tu les convaincs, fais du réemploi, puisque tu vas avoir plus d'impôts après. Alors, c'est des arguments bêtes et banals, mais ils sont pourtant réels sur l'économie, le réemploi, l'architecture circulaire, qui exige une plus grande proportion main-d'œuvre versus matériaux et beaucoup plus intelligente que le cycle d'architecture linéaire que nous avons actuellement. Puis sur cette question de la aversion au risque, ce que j'entends, c'est qu'il faut plutôt adapter notre aversion au risque plutôt que de chercher à se rassurer, peut-être. Mais Léo, puis tu n'en as pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on s'en était parlé sur aussi, malgré ça, malgré cette idée d'aller vers moins d'aversion au risque, je pense que dans certains de vos projets, vous avez quand même expérimenté cette idée de boucle interne, c'est-à-dire que les propriétaires, en tout cas que les matériaux restent aux mêmes propriétaires tout du long et que ça permet d'atténuer un peu aussi cette incertitude sur les matériaux. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, effectivement, sur le projet LOMI, c'est ce qui a finalement permis ce réemploi extensif aussi. C'est-à-dire qu'on est resté dans une boucle fermée, comme tu le disais, avec donc un propriétaire qui est propriétaire du risque, en fait, qui tient ce risque de ses propres produits. Et c'est finalement ce qui nous a permis, dans le cadre actuel de la législation,
de contourner toutes ces barrières dont on a parlé aujourd'hui, qui sont les barrières d'assurance, les barrières de garantie. Il faut aussi nommer, pour être un peu humble par rapport au contexte du Québec et de la profession d'architecte ici, les architectes suédois ont moins de responsabilités. La responsabilité, elle est donnée aussi aux entrepreneurs. Alors ça a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup de problèmes, mais dans les questions de responsabilité, notamment dans le réemploi, ça permet aussi de déplacer un petit peu de responsabilité et de faire donc les projets que vous avez vus et d'avoir cette boucle en interne justement. Et on a visité avec l'agence un entrepôt qui est donc celui d'un de nos clients. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des entreprises externes qui font du réemploi, on voit se multiplier des entrepôts en interne pour les promoteurs immobiliers. Donc malheureusement, j'ai l'impression on ne veut pas non plus que ça engraine plus de démolition parce qu'en fait, ils ont une boucle fermée. Mais on voit que c'est en tout cas ce qui a permis actuellement, pour les projets qu'on a, d'aller plus loin dans le réemploi. Donc peut-être un modèle d'affaires aussi alternatif à explorer de ce côté-là. Il faut quand même dire que ce que les Suédois ont conservé, qu'on a peut-être perdu ici, que nos grands-parents avaient, c'est la notion justement de préserver. Puis, je veux dire, il y a une expression en suédois qui le dit, celui qui préserve ou qui conserve possède. Et ça, pour moi, ça dénote de la culture scandinave, mais suédoise, de dire on conserve ça parce que c'est encore bon, on ne le jette pas. Et ça, je pense que nous, on a à réapprendre cette notion-là de préservation parce que il fut un temps où on n'avait pas les moyens de racheter des choses neuves, donc nos grands-parents préservaient. Cette problématique-là n'existe plus, mais je pense que c'est aussi on s'est tiré dans le pied avec ça. Mais la culture suédoise a une longueur d'avance là-dessus parce qu'ils l'ont préservé. Sur la culture du neuf, Suzanne? Mais j'ai une idée, je pensais en réfléchissant sur comment diminuer les risques. 2 projets que j'ai étudiés au Canada de déconstruction et de réemploi. Un, c'est à l'aéroport à Ottawa, où est-ce qu'il y a un campus de beaucoup de bâtiments et on a déconstruit des hangars et on a réutilisé ces matériaux pour le nouvel aéroport. Un autre, c'est au campus de l'Université de Colombie-Britannique et il y avait des bâtiments qui ont déconstruit pour réutiliser, réintégrer ces matériaux dans d'autres bâtiments. Alors là, il était question de propriétaires de multiples bâtiments. Et ça permet de faire l'expérimentation. Ça devient comme un laboratoire possible où est-ce qu'il semble avoir moins de risques dans les situations parce que c'est tout leur propre... oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant de regarder ces contextes-là si on veut essayer de faire des nouveaux projets, d'avoir cette opportunité-là. Un ajout là-dessus? Non? C'est bon? En tout cas, moi, ça m'évoque aussi je pense que tu as évoqué comme fonction et qui, à ma connaissance, n'existe pas ici, c'est l'assistance au réemploi. Il y a peut-être aussi des maillons manquants en termes de compétences ou de rôles à ajouter dans la chaîne aussi, justement pour faciliter que ce soit dans des boucles fermées ou ouvertes, cette circulation-là des matériaux. Donc, encore plein de choses à explorer de ce côté-là ici, je pense. On peut parler aussi d'outils. Marie-Claude, tu en as dit 2 mots tantôt avec l'exemple de Carbon Saver. Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres leviers à activer justement pour aller vers plus de réemploi, y compris en conception ou en rénovation? Pierre? Je peux commencer avec Ouais. celui-là. En fait, le premier outil, c'est l'enseignement. Ouais. L'enseignement qui amène à la culture, mais l'enseignement en premier, qui chez les architectes à tout le moins, probablement chez les designers encore, beaucoup, crée du neuf constamment, qui nous crée, nous, comme étant des créateurs de bâtiments nouveaux constamment, qui laisse très peu de place à la notion de réaménagement, de récupération, de revalorisation dans les cours. Alors, il y a très peu d'ateliers de conception qui sont donnés comme étant le produit d'un acte humble. Si on n'apprend pas l'humilité à l'école, on apprend que l'expression de l'ego, que l'expression de la création, entre guillemets, et ça, c'est un vice caché dans cette histoire de l'architecture actuelle. Alors, on doit absolument revenir avec une plus grande prépondérance du réaménagement, de l'enseignement, de l'entretien, de l'enseignement, de la mise aux normes puis du maintien d'actifs pour que l'entretien devienne une norme plutôt que la culture linéaire du neuf, tout simplement.
Ça, c'est réellement le premier outil qu'on doit se donner. Et ben, je l'ai dit en quelque sorte, le deuxième outil qu'on doit modifier, c'est l'ego. L'ego du donneur d'ouvrage qui veut du neuf, l'ego du donneur d'ouvrage qui veut couper un ruban, l'ego qui veut la bibliothèque Mitterrand ou la bibliothèque Legault, mettons. Mais on a besoin de gens qui sont capables d'accepter que la bibliothèque Legault sera dans un bâtiment existant qui a été construit par Bourassa ou quelconque autre personne, triste ou pas. Mais réellement, c'est le bâtiment qui importe et c'est cette récupération-là qui est la plus intéressante, alors que la construction neuve, aujourd'hui, devient presque un vice. Il est de moins en moins caché. C'est ce que je veux. Je vais juste rebondir avant de vous céder la parole aux autres. Dans un des projets du Lab Construction, il y a un architecte qui disait qu'il y a vraiment une transformation où avant l'architecte utilisait la maxime « la forme suit la fonction ». Puis qu'en circularité, il faudrait que ce soit la forme suit la disponibilité et que l'architecte se mette au service finalement du déjà là dont tu parlais, Léo, aussi. Donc je trouve qu'il y a aussi peut-être une réévaluation de cette fonction-là à faire. Puis je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez. Marie-Claude? Moi, j'ai envie de jeter peut-être un pavé dans la mare en disant que je pense que les gens qui sortent de l'école, que ce soit en architecture, en design ou toute discipline du design confondue, ou ceux qui y entrent ou celles qui y entrent présentement, voudraient bien voir cet enseignement-là. Je pense que c'est peut-être le corps professoral qui n'est pas là. Et ça, il y a à certains égards. Je ne généralise pas, mais je pense qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe du côté, effectivement, des écoles pour inciter pas tant les étudiants et les étudiantes, mais plus l'enseignement, effectivement. Plutôt train the trainer. Pour changer oui, absolument. Oui, un beau levier, Suzanne? Mais pour continuer sur l'éducation, je pense que c'était Félix Heisel aujourd'hui qui a mentionné que que les étudiants aient l'expérience de faire un peu de déconstruction, ça va leur montrer que c'est très difficile. Et puis, en fait, on ne devrait pas déconstruire si on n'a pas besoin de déconstruire. On devrait surtout... Je pense que lui, il voulait aller vers le design pour la déconstruction, mais en même temps, ça nous apprend que les bâtiments, s'ils sont vraiment bien faits, mais je voulais aussi ajouter à ça, parce qu'en conservation, ça fait partie de l'éducation puis la formation, d'apprendre comment réparer les matériaux, c'est quoi la diagnostic, comment analyser, évaluer. Donc, on a quand même beaucoup de connaissances comme ça. Et il y a beaucoup d'architectes qui étudient des sujets comme ça, mais qui deviennent spécialistes en conservation. Et je pense qu'on peut apporter ça vers l'économie circulaire pour que ça ne soit pas juste pour la réparation puis l'entretien des bâtiments existants, mais aussi pour justement ce qu'on a récupéré, pour justement augmenter notre capacité de faire le conditionnement. Je ne me souviens pas c'est qui parlait de... c'était pas Valérie, c'était une des personnes qui était online, là, mais qui avait parlé de l'étape traitement. Et puis, je pense que c'est quelque chose auquel on n'a pas assez regardé, c'est le fait que beaucoup de matériaux qu'on va récupérer, il va falloir les réparer. Et puis, ça prend une expertise. Et ça, c'est une des choses qu'il va falloir qu'on développe. Je pense que la conservation peut aider avec ça. Oui, donc il y a même aussi des nouveaux métiers à développer au-delà de changer la culture dans les écoles d'architecture, de design, Oui. de développer aussi ces compétences-là, de réemploi, de réparation, de reconditionnement, peut-être plus. Elles existent. Et il s'agit simplement de revenir à une forme d'artisanat. Ouais. Pas d'artisanat, c'est pas le bon terme, mais quand on parle d'artisan dans la construction, ce sont des gens qui ont appris des métiers qui vont nous permettre aujourd'hui de maintenir ce qui a été construit un certain temps et qu'on oublie aujourd'hui. Et c'est le maintien de ces métiers-là qui est extrêmement important. D'autres outils, d'autres leviers que vous identifiez au-delà de la formation? En fait, je pense à tous les clients. Puis quand je dis petit ou grand, là, c'est qu'on parle de résidentiel ou qu'on parle de développement immobilier ou de grands projets commerciaux. Je pense qu'on a aussi un devoir, comme designer et architecte, d'éduquer les clients, mais de les amener dans le droit chemin, si je peux me permettre l'expression, pour leur dire, si tu achètes cet édifice-là, ce bâtiment-là, cette maison-là, demande-toi pourquoi tu l'achètes. Parce que si tu me demandes de la transformer à l'excès,
pourquoi as-tu acheté ce bâtiment-là dès le départ? C'est donc de faire une bibliothèque Mitterrand avec un bâtiment Legault. Excuse-moi, depuis tantôt, j'ai juste le building d'Air Transat sur l'avenue du Parc. Puis je me dis, ouais. Enfin, mais c'est ça, je me dis, en fait, je pense qu'on a le devoir aussi d'amener le client à dire, ben écoute, si tu veux transformer autant, peut-être que ça, c'était pas le bon building. En fait, c'est drôle parce que ce que tu viens de dire me fait penser à c'est une anecdote tragique qui est arrivée dans ma ville natale, Chicoutimi, où une personne a acheté une des plus belles maisons de la place, mais sincèrement, une des plus belles maisons modernistes de l'architecte Coutu que j'avais, moi, personnellement, vue pendant sa construction. J'étais tout jeune, j'étais fait prendre par le propriétaire qui m'avait engueulé très gentiment, je dois dire, parce que je pense que j'avais 5 ou 6 ans, puis j'étais là le soir. Parce que je tripais quand on construisait des maisons, moi. Et j'étais là, et je fantasmais, je trouvais les espaces que je découvrais à travers ces... C'était tout en palier, c'était extraordinaire, et chaque pièce donnait sur une vue splendide sur le Saguenay. C'était extraordinaire. La personne a acheté ça, et il l'a jeté à terre pour se construire un Monster House. Mais tu te dis, pourquoi tu as acheté cette maison-là pour la démolir? C'est un... Quand je vous dis qu'on est dans la culture du neuf, là, ça, c'est l'exemple le pire que j'ai vu jusqu'à présent parce que la maison est en parfait état, là, est en parfaite santé. C'est juste qu'il y avait des niveaux, puis lui, il ne voulait pas les niveaux. Bien, va acheter ailleurs, là. Mets-toi dans un champ, ta maudite Monster House. Je ne voulais pas. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah oui, des fois, ça déclenche des affaires, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça amène aussi votre rôle en tant qu'architecte designer, vous qui êtes en amont de la chaîne, de re-questionner ce besoin-là avant que tout le reste en découle et toutes les opérations qui mènent à des résidus, dans le fond, en fin de ligne, s'enclenchent. Donc, vous êtes clé dans cette place-là de la chaîne. Absolument. Puis je serais curieuse d'entendre, Léo, ce que tu as à dire, parce que, je veux dire, là, tout ceci semblait très, très parfait, mais je présume qu'il y a encore, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Suédois sont très trend. Alors, il doit y avoir des fois des clients qui sont difficiles à convaincre, je présume. Oui, il y a énormément de clients difficiles à convaincre, bien évidemment. Et on ne gagne pas toujours. Donc non, évidemment, c'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'on a la chance de cette dimension d'agence et de cette clarté de valeur qui est partagée. Mais on a quand même beaucoup de clients qui sont à la fois donc semi-publics, semi-privés, qui sont financés par des fonds de retraite et qui ont une vision quand même. Alors c'est pas pour donner que la partie parfaite, c'est pas vraiment ça, mais je pense que c'est important de leur donner un peu honneur aussi, qui sont financés donc par des fonds de retraite, qui sont donc à moitié État et public, et qui ont des engagements qui sont beaucoup plus sur la durée, sur le long terme, et qui finalement, et c'est peut-être un des leviers aussi qu'on peut soulever, qui pose la question donc de l'économie verte, du financement vert, de la taxation verte, qui est au début en Europe, qui commence à s'infiltrer un petit peu dans les discussions. Et donc même si on a des clients imparfaits et des clients qui n'ont pas envie d'écouter, qui n'ont pas envie de conserver les bâtiments, et on en a souvent, et c'est toujours un problème d'éthique pour nous, un challenge, un défi à relever, je pense que le levier financier qui est dans ces esquisses, qui aide donc à financer les projets, peut-être peut nous aider à contourner justement des clients un peu plus récalcitrants. On va dire ça comme ça. Mais on peut quand même rajouter qu'à un moment donné, on est obligé de construire, hein, parce que le client veut ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, nous, comme architectes, nous reprenons le rôle de bien construire. Nous reprenons le rôle de construire flexible pour pouvoir justement permettre au bâtiment une seconde, une tierce vie, etc., pour que le bâtiment puisse évoluer sans avoir, dans 20 ans, 30 ans, à être démoli. Parce que chez vous, on parlerait de dans 200 ans, dans 300 ans, mais chez nous, malheureusement, on démolit après, des fois, du 20, 30 ans, 40 ans. Là. Et c'est cette culture du drame qu'on doit absolument changer. Donc, construire pour la pérennité, c'est construire pour la flexibilité, c'est construire aussi pour la déconstruction potentielle, c'est construire en réutilisant des matériaux, en réemployant au mieux, mais aussi toujours en réemployant, en utilisant des matériaux recyclés, etc. Donc, toute cette conscience environnementale qui va faire que
l'on construit mieux aujourd'hui quand on est obligé de construire. Le haut de la pyramide, là, voilà. Oui, tout à fait. Donc, on entend là pas mal de leviers. J'ajouterais peut-être aussi des questions de traçabilité. Ça rejoint un peu les outils de maillage dont on a parlé, mais c'est une réflexion qu'on a eue aussi dans le cadre du Lab Construction. Puis, on voit ce qui s'en vient en Europe aussi avec les passeports numériques de produits, notamment que tout va devoir être tracé et que ce sera un levier aussi d'assurer, notamment quand on n'est pas dans des boucles internes fermées, des deuxième, troisième vies à certaines composantes ou matériaux. La réglementation, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est souvent aussi identifié comme un levier, mais qui est aussi la résultante de ce changement de culture et de ce financement-là à un moment donné, probablement. Donc, on essaie de préparer le terrain pour quand il y aura un basculement réglementaire, tout sera en place. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses sur les leviers, les outils. Je Léo, voudrais juste vas-y. rajouter sur la question de la réglementation, parce Ouais. que j'ai trouvé très intéressant et une grande mise au défi les objectifs que s'est fixé, alors je ne sais pas si c'est l'Île-de-France ou c'est la ville de Paris, sur ces permis de construire, qui, dès 2025, donc c'est demain, mettent une valeur de carbone maximale au mètre carré qui est dégressive. Et en fait, ce qui est très intéressant, on s'est rendu compte sur des compétitions qu'on a réalisées, c'est que par exemple, la grande hauteur, donc la tour, typiquement, qui n'est pas très intéressante d'un point de vue environnemental, son poids structurel de fondation béton fonctionne déjà plus 2028 à Paris. Et c'est pour ça que je pense que la réglementation, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, de plus intéressant, mais c'est un levier pour créer des opportunités. C'est-à-dire que cette contrainte, finalement, dont on est finalement assez habitué dans la profession d'architecte, elle crée beaucoup de leviers. Donc je pense que ça va être intéressant de suivre l'évolution sur le cas de Paris, mais peut-être sur d'autres cas de législation qui sont faites pour l'accord des permis de construire lié au carbone. C'est intéressant parce que tantôt dans la table, il y a quelqu'un qui a parlé de la partie 12, mais à Éco-Bâtiment, il y a 2-3 semaines, quelqu'un aussi a lancé cette idée, M. Maillet, j'ai oublié son nom, sur cette partie 12 qui est nécessaire pour la revitalisation puis la reconversion des bâtiments. Donc, une nouvelle parce que je te parle de la partie 12, toi, tu ne dois absolument rien comprendre de quoi je parle, mais le code du bâtiment actuellement est 9 parties traditionnelles et il y a la partie 10 pour la transformation et une partie 11, mais qui est alambiqué, puis c'est absolument incompréhensible, la partie 10, pas vrai, mais une partie 11 qui existe déjà. Et là, tout à coup, on parlait d'une partie 12 qui permettrait une beaucoup plus grande flexibilité, une beaucoup plus grande capacité d'interprétation par rapport et d'adaptation par rapport aux bâtis existants. Et ça, c'est réellement toute une nouvelle culture, encore une fois, c'est que toute la réglementation est basée sur la culture du neuf. Alors, on fait un code de construction pour comment on construit à neuf. Mais on a essayé de l'adapter avec une partie 10 actuellement, mais qui est, comme je dis, assez difficilement adaptable. Et on n'a jamais conçu un code pour revitaliser des bâtiments existants, les changer d'usage, les transformer. Et ça, c'est réellement un travail qui est à faire maintenant. Et je pense sincèrement qu'il va se faire très vite parce que les gens commencent à comprendre, entre autres les gens de la RBQ, il y en a probablement dans la salle, des gens qui comprennent maintenant, RBQ, Régie du bâtiment du Québec, il y a des gens qui commencent à comprendre que le code actuellement est plus un frein qu'un outil pour bien faire actuellement. Merci. On va bientôt passer aux questions de la salle. Je vous lance une dernière question que tu as vraiment amenée, je trouve vraiment intéressante, Léo. C'est justement, on a beaucoup parlé de comment convaincre son client, mais ce que toi t'amènes comme partie de réponse, c'est faisons sans le client avec des petits projets internes, des petites démonstrations, des preuves de concept qui sont sur peut-être des petits projets qui ont moins de contraintes et qui viennent faire cette démonstration-là. Donc, ce que tu dis, en tout cas, ce que j'entends derrière, c'est créons-nous notre propre champ d'expérimentation nous-mêmes. Puis ça va être un levier pour aller convaincre, faire changer les pratiques, démontrer que l'esthétique du réemploi, elle peut être super attractive également. Donc, est-ce que je l'identifie, moi, comme un levier d'aller, c'est ça, se créer son propre champ d'expérimentation. J'aurais voulu vous entendre les uns et les autres là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des enjeux, des difficultés qu'on peut avoir? On sait que vous êtes une grosse agence qui peut se permettre, tu l'as dit plusieurs fois, de le faire. Donc, ce n'est pas forcément accessible à tous et toutes, mais est-ce que c'est des pistes qui vous allument? Suzanne? Ouais.
Et c'est un peu vers ça que je m'en allais avec l'idée des campus, avec l'idée d'un grand propriétaire. Tu sais, les universités, les gouvernements, ils ont beaucoup de bâtiments, ils peuvent se permettre d'expérimenter. Ils peuvent souvent se permettre de faire des choses hors les lois un petit peu. Je l'ai vu, j'étais architecte au fédéral. Là, on a des défis avec les politiques, il y a tellement de politiques, alors à certains moments, on décide lequel est le plus important. Je pense que c'est possible avec. C'est pas nécessaire que ce soit juste des architectes, c'est aussi les maîtres d'ouvrage, puis j'imagine des entrepreneurs qui ont beaucoup de projets aussi. Cette liberté-là. Ouais. Mais je pense qu'on peut l'adapter. Hein. Cet autodéveloppement se fait dans les grandes entreprises, dans les campus, se fait naturellement parce qu'ils en ont les moyens, c'est vrai. Mais dans toutes les entreprises, dans toute petite entreprise, chaque projet peut devenir une table d'expérimentation et ça dépend de chacun de nous. On essaye, on fait une erreur, on la corrige le plus rapidement possible, mais des fois, l'erreur, elle nous apprend bien plus que le bon coup. Hein. Je pense qu'il ne faut pas penser que la recherche ne se fait que dans des projets utopiques où elle se fait réellement du côté pratique. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai avec le milieu universitaire des fois où on considère la recherche avec un grand R, indépendante de la pratique. Moi, je crois que la recherche, les praticiens sont tous des chercheurs. Et c'est de la recherche appliquée, c'est sûr, mais ce n'est pas moins noble, cette recherche appliquée, d'autant qu'elle a des résultats concrets et qui ont beaucoup plus d'impact sur la vie des citoyens à court terme, bien sûr, mais aussi à long terme directement dans la vie des gens. Alors, la recherche appliquée du praticien dans tous ces projets est pour moi, au moins dans son accumulation, beaucoup plus riche qu'une recherche. Puis c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du Lab Construction, et c'est-à-dire que ce qu'amène la recherche dans ces cas-là très appliqués, c'est qu'elle vient documenter justement, y compris ces erreurs-là. Et que ça évite que d'autres fassent la même et qu'on construise là-dessus. Et c'est aussi l'apport de la recherche, au-delà de justement faire de la recherche. Il y a aussi toute cette partie de documentation avec une méthodologie rigoureuse qui permet aussi de construire ces compétences-là sur le temps plus long. Donc c'est vraiment... Oui, tout à fait. D'autres ajouts là-dessus? Non? Merci. Puis en gros, je trouve que vous avez super bien illustré ça avec les atlas de la transformation. Tu avais mentionné toutes les disciplines qui ont été mobilisées autour de ça. On a eu une discussion tantôt avec une anthropologue. Il faut aller chercher d'autres compétences au-delà du secteur même de la construction qui amènent des regards aussi super riches sur tout ça. Merci à vous. On peut, dans les quelques minutes qui nous restent, passer le micro dans la salle. S'il y a des questions, que ce soit pour Léo sur sa présentation de tantôt ou pour nos panélistes autour des sujets qu'on a abordés. Ou si c'est vraiment trop tard. Ah, il y a une question là-bas. Alors, le micro est ici. Si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question aussi. Bonjour, excusez-moi, c'est toujours moi, mais j'ai une question pour Léo. La ville qui est en train d'être déplacée, là, c'est pour agrandir la mine. Donc, comment vous conjuguez ça dans votre esprit de faire du réemploi écologique alors que c'est la base est basée sur l'extractivisme? C'est une très très bonne question. Alors, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur le contexte social d'une ville qui s'est formée uniquement pour la mine. Donc on a quand même le patrimoine social des gens qui sont déjà sur place, qui ont créé des vies, qui ont créé des histoires. Il est interdépendant de la position de la mine. Et je pense qu'il a fallu s'interroger effectivement au début du projet, est-ce qu'on accepte ça? Je pense que la réponse a été oui, et c'était de dire, ce projet de ville nouvelle, il a aussi des enjeux environnementaux juste en soi, qui sont suffisamment importants pour vouloir les saisir. Et je ne vais pas dire oublier la mine, mais c'est-à-dire la mettre sur le côté et se dire tous ces enjeux, parce que c'est une société aussi, il y a un peuple sami qui est déplacé du fait de l'augmentation de ces mines. Et le peuple sami est aussi représenté dans la ville de Kiruna, actuellement, dans les bâtiments qui la composent. Donc il y avait aussi, je pense, malgré tout, cette volonté d'avoir un rôle social pour les gens qui sont quand même dépendants de cette mine. Après, l'État suédois pourra en faire un marketing très vert sur cette mine. Ce ne sera pas forcément mon rôle à moi. Mais effectivement, vous avez totalement raison.
c'est une des prémices de ce projet, c'est que la mine s'agrandit. Un des points importants, c'est aussi qu'il y a un travail qui a été fait par les sociétés minières pour vraiment améliorer les conditions de travail. Ça peut être un des points qu'on peut nommer, en tout cas pour verdir un peu cette image de la mine. Mais je pense que, comme je dis, il y a des enjeux suffisamment importants, sociaux et environnementaux sur ce déplacement qui finalement va se passer même sans nous, qui est déjà décidé en dehors de notre contrôle. Donc je pense que c'était bien de s'en saisir, malgré effectivement une véritable question d'éthique par rapport à ce projet. Ok, merci. Je veux juste ajouter, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point au Canada, on a aussi souvent construit et déconstruit des villes minières et déplacé les populations de cette façon-là. Alors, il y a une pertinence pour comprendre notre histoire aussi. Bonjour, je m'appelle Florence. Ma question était plutôt à propos des outils. Là, on a mentionné quelques outils au cours de la journée, puis l'utiliser recapturer. C'est vraiment intéressant qu'on entend parler de ces outils-là. Je me demandais si vous aviez, si c'était des outils que vous avez créés qui étaient ouverts ou qu'on pouvait, comme c'était vendu à d'autres professionnels, ou vous avez des formations pour l'utilisation de ces outils-là ou des mises en commun de ces outils-là. Donc, comment est-ce que, une fois que différents organismes créent des outils comme ça, ils sont hyper pertinents, que certaines autres firmes n'ont pas nécessairement le temps ou les capacités de créer par eux-mêmes, comment est-ce que d'autres firmes peuvent accéder à ces outils-là? Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Oui, c'est une question où je n'ai pas forcément une très bonne réponse, mais c'est intéressant, effectivement. En fait, donc les projets de recherche qui sont faits en interne à White, dans notre mission d'affaires, ils sont quand même formulés pour être appliqués au projet et appliqués donc à une rentabilité d'une entreprise qui tourne. C'est pas une honte, hein, c'est la réalité aussi de ce système-là. Il est financé cependant donc uniquement par les revenus des projets, donc il y a quand même une idée d'améliorer certaines conditions. L'outil Recapture, il est fondé aussi sur des logiciels qui sont pas notre propriété, donc c'est pas un outil qui est non plus totalement inaccessible. Il n'est pas pour l'instant à vocation d'être ouvert au public, parce que pour l'instant, on est encore dans une étape où on essaie de rentabiliser cet investissement de recherche et de développement. Donc j'espère, mais je ne vais pas en prendre la responsabilité non plus, mais j'espère qu'il pourra être ouvert quand ce sera rentabilisé. Mais dans les médias, c'est un service. Et en fait, c'est pour nous, finalement, une nouvelle mission, enfin un nouveau service qu'on offre à nos clients pour pouvoir aussi exister et pouvoir financer d'autres projets. Donc je comprends absolument cette réalité-là, mais on est un peu aussi rattrapé par la nôtre, qui est celle d'une entreprise, même avec des bonnes valeurs, mais sur ce sujet-là, je ne pourrais pas donner une autre réponse. Par contre, dans le partenariat qu'on a avec CC Build, qui est donc ce centre d'innovation de la construction que je présentais au début, là, tous les guides qu'on a produits, qui ont été financés par ce système-là, ils sont accessibles à tous. Et il y a beaucoup de guides de réemploi, pas seulement par White, mais par d'autres architectes, d'autres entreprises, donc je vous invite à les regarder. Certains sont en suédois, certains sont en anglais. Donc il y a quand même une production de recherche, une production qui se veut volontariste aussi, de partage. Mais juste sur l'outil numérique développé, je ne pourrais pas vous offrir plus pour l'instant. Je comprends, mais c'est toujours intéressant ça parce que, comme vous dites, c'est vous qui l'avez produit, donc vous essayez de le rentabiliser. En même temps, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez comme vendre ou un service que vous pourriez offrir comme expertise à d'autres firmes? En tout cas, mais merci pour cette réponse, c'est vraiment intéressant, puis j'imagine que ça évolue. Merci. Une dernière question. Bonjour. Oui. Carl, je suis de la Ville de Québec, je suis architecte. Et si on a parlé de partie 12, c'est parce qu'on était au colloque Éco-Bâtiment, donc il y avait 2 personnes d'Éco-Bâtiment qui étaient à notre table. Puis le code, c'est souvent des bâtons dans les roues pour faire des choses comme le réemploi de matériaux. Un autre bâton, pour moi, c'est l'obligation, quand on parle d'un projet gouvernemental, soit au niveau provincial ou fédéral, d'éviter les sources uniques. Donc, comme ce matin, pendant la présentation de ce Redificare,
j'étais vraiment emballé, mais j'étais tout le temps en train de penser parce que je fais principalement les devis. Et je dois mettre 3 produits tout le temps. Je dois éviter les sources uniques. Donc, je tourne en tête comment on peut éviter ça, comment on peut. Ça prend une nouvelle façon de travailler, puis ça prend vraiment un changement du mindset des donneurs d'ouvrage aussi. Donc, j'aimerais avoir votre vision là-dessus, dans le cadre québécois surtout. Là. Je peux tenter une réponse, en fait. C'est tout le système de la construction actuelle qui est problématique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va en soumission auprès de plusieurs entrepreneurs, puis qu'on doit créer un projet qui va plaire théoriquement à chacun, puis que chacun est capable d'interpréter tes plans et devis, puis te donner un prix qui est conséquent, puis il arrive à quelque chose qui va être le plus bas soumissionnaire, puis qui va avoir c'est un rendez-vous, puis c'est une occasion ratée de collaboration, disons-le comme ça. Très souvent, l'arrivée plus tôt de l'entrepreneur pourrait être une très grande bénédiction pour les professionnels. Parce qu'au lieu d'être obligé de s'obstiner avec lui quand il a obtenu le contrat, on pourrait commencer à travailler bien plus tôt avec lui en fonction de ses opportunités, puis de ses savoir-faire, puis de sa main-d'œuvre à lui plutôt qu'un autre, là, et ses méthodes à lui aussi. Donc, on pourrait, et les matériaux qu'il peut plus facilement avoir que d'autres. Si on avait ce système de collaboration-là, plutôt que le système du plus bas soumissionnaire, on serait gagnant. Certaines méthodes qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui tentent de s'approcher de ça. J'espère que ce sera vers cela qu'on se dirigera. On ne sait pas encore exactement vers où nous dirige M. Julien, notre ministre des Ressources, des Infrastructures, mais on sait qu'il y a un travail qui est en train de se faire actuellement qui pourrait permettre une plus grande collaboration et donc ne plus être obligé de spécifier trop tôt des produits inutilement. Par contre, pour arriver à ça, réellement, encore une fois, il faut réellement s'ouvrir. Puis là-dessus, j'ai un petit message, encore une fois, je n'arrête pas de le faire, mais on a la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire qui a redéfini un peu notre façon de voir ce qui étaient nos lieux, nos milieux de vie potentiellement. On l'a établi en 2022. On attend depuis ce temps-là un bureau de valorisation de l'architecture qui devrait théoriquement donner un incentive à l'ensemble des corps gouvernementaux pour leur dire si vous faites telle ou telle action, vous devriez faire tel ou tel geste en fonction de ce que la politique a écrit. Mais avant de mettre en place ce bureau de valorisation, on est en train de réfléchir aux nouvelles façons de donner des contrats. Alors qu'on devrait avoir mis le bureau de valorisation en place avant de repenser les systèmes pour s'assurer que les systèmes qu'on aura remis en place tiennent compte de cette valorisation de la qualité de l'architecture. Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du construit neuf ou du réemploi ou de la revalorisation, on aurait besoin de mettre les choses dans l'ordre pour bien faire les choses. Pour l'instant, on est encore un peu dans le nébuleux par rapport à ça. Mais la collaboration avec un entrepreneur donné plus tôt dans le processus permet de ne plus être obligé de spécifier à l'avance des produits qui sont très souvent, d'ailleurs, dans le temps, vous le savez tous, là, on spécifie, puis on part en soumission 8 mois après, puis la moitié des produits n'existent plus. Bon, j'exagère un peu, mais quand même. Les prix ont changé. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour laisser la place à Bruno pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tous et toutes. Belle discussion et bonne soirée. Très, très bref mot de clôture. Vous m'avez assez entendu parler durant la journée. Merci à tous nos panélistes. Merci à notre extraordinaire animatrice du panel. Je retiens certaines phrases clés que je vais appeler des corrivoristes. La bibliothèque Legault et mets-la dans un chant à maudite Monster House. Donc, tout ça est enregistré et sera peut-être rediffusé à notre premier ministre du Québec, qui sait. Donc, merci à vous quatre pour votre clairvoyance, votre pertinence, un super beau panel. Merci à notre conférencier spécial. Et moi, un petit mot de la fin. Je pense que le futur de l'architecture est circulaire et le futur de l'architecture aussi est patrimonial dans le sens très noble et très, très vaste que disait Pierre. Donc, mon très humble mot de la fin,
que je tire de la rencontre. Merci à tous les partenaires de l'événement, nos partenaires annuels que j'ai présentés tantôt. Merci à tous nos bénévoles de la journée. Merci à mes collègues qui ont rendu l'événement possible, tous mes employés, dont l'architecte du colloque, Caroline, qui est ici, qui a tout organisé, ainsi que la grande conférence. Merci, Caroline, de ta dévotion, de ta connaissance de toute l'industrie sur cette question-là, qui a amené tous ces contenus super pertinents. Prochain rendez-vous d'Architecture sans frontières Québec, la soirée des grands A, le 20 novembre prochain. On vous attend, une bonne manière de réseauter, de rencontrer toutes sortes de gens de l'industrie, 500-600 personnes, et d'appuyer notre noble mission que je vous ai résumée très brièvement tantôt, et de faire des chin-chin durant la soirée. Et parlant de chin-chin, on a une dernière partie de cocktail, il reste quelques petites bouchées, il reste quelques coupes de vin qui vous attendent. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'être venu et rendez-vous à notre prochaine grande conférence l'année prochaine. Merci.